le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition de parler de ton métier des sexos. Merci à toi, Pascal, de m'avoir invité à parler de ce que je fais au quotidien et que j'aime beaucoup. Super. Et dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom et la dénomination que tu utilises pour te présenter au niveau professionnel? Alors, donc, je suis Fabienne Jonker-Quénon, je suis thérapeute de couple et famille, donc conseillère conjugale et familiale, et sexologue clinicienne sur un métier exercé pendant 23 années qui est celui d'infirmière. Super. Et donc, au départ, donc, si je comprends, tu étais infirmière de parcours. Voilà, tout à fait. Donc, le métier d'infirmière, je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années en France sur Paris. Puis, je suis arrivée au Luxembourg où là, je me suis octroyé une petite pause pour reprendre ce métier d'infirmière, donc en sachant que j'étais spécialisée en bloc opératoire. Là, j'ai souhaité à un moment donné ne plus faire de bloc, reprendre un métier au lit du patient, comme on dit. J'ai encore exercé ce métier pendant une dizaine d'années ici au Luxembourg. Entre-temps, j'ai un petit peu fait de l'enseignement, de la médecine du travail, bref, différentes choses. Jusqu'au moment où, quand j'ai repris en maternité, puis en polyclinique de gynéco-obstétrique. Et tout naturellement, j'ai senti qu'à un moment donné, j'avais besoin de me réorienter, de faire quelque chose qui, selon moi, associait plus la tête et le corps que je faisais déjà en polyclinique, mais qui malheureusement ne me laissait pas le temps de le faire comme je le souhaitais. Donc, j'ai repris des études de conseillère conjugale et familiale à l'âge de 48 ans. J'en suis sortie totalement convaincue que j'avais trouvé ma voie. Je me suis donc installée assez rapidement en libéral. Et au bout de quelques années, le projet que j'avais déjà dès la fin de ces études-là, qui était de compléter par un cursus de sexologie, eh bien, je l'ai mis en pratique. Et même si là, j'étais là, voilà, j'ai donc fait ce diplôme universitaire de sexualité humaine. Et maintenant, ça, depuis 2020, donc, j'ai donc le titre supplémentaire de sexologue clinicienne. Donc, si j'entends bien, c'est la réorientation professionnelle vers voilà, ce rapport plus à la personne et notamment à la maternité qui t'a fait questionner sur quelles compétences il y avait encore à développer pour toi et qui a ouvert cette porte-là de ce questionnement. Alors, tout à fait, hein. Je pense que de mes premières années d'infirmière, je me suis toujours posé cette question de ce qu'on, enfin, plutôt
j'ai toujours eu cette réflexion de ce qu'on n'associait pas assez chez le patient, la tête et le corps. De ce qu'on dissociait trop les organes du corps, de la pensée, du psychisme. Et donc, le chemin s'est fait assez naturellement. Je pense que c'est ce qui m'a réorientée vers la maternité et la gynéco-obstétrique, parce qu'au-delà de cette association, il y a quelque chose de particulier qui m'intéressait et qui concernait les liens. Comment se construisent les liens, les différents types de liens, ça, c'était quelque chose qui me passionnait déjà de longue date. Donc, la maternité était vraiment, finalement, c'est le cœur presque du début des liens. Hein. C'est là que, voilà, se créent les liens de l'enfant à sa mère et à ses parents. Donc, c'est les 10 années faites dans cette pratique-là qui a continué à maturer dans ma tête jusqu'au moment où mes propres collègues m'ont dit, écoute Fabienne, voilà, on voit comment tu es et à un moment donné, on se pose la question nous-mêmes de savoir si tu ne serais pas plus efficace de vraiment ne t'intéresser qu'à ça. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé le métier de CCF après avoir échafaudé plein d'autres hypothèses. Et dans le métier de CCF, j'ai vraiment trouvé les réponses à mes questions concernant les liens, puisque c'est vraiment pour moi, au jour d'aujourd'hui, je le dis, j'ai beaucoup cherché encore depuis, c'est vraiment le métier qui touche vraiment le cœur des liens. C'est-à-dire, on parle de tous les liens dans le métier de CCF, et je le dis parce que je pense que les gens ne le savent pas assez, ne le comprennent pas assez. Et puis, la sexualité, on est aussi au cœur de l'humain, on est aussi au cœur à la fois du corps et de la tête. Et moi, je suis toujours aussi passionnée par ce qui se passe entre le corps et la tête, et inversement proportionnel. Je reste par ailleurs convaincue en tant qu'infirmière, et je pèse mes mots, de ce que de temps en temps, c'est parce que justement la médecine n'entend pas encore assez la tête que certains traitements ne fonctionnent pas ou certaines pathologies se développent malgré les prises en charge. Voilà, donc la sexualité, pour moi, c'était une évidence. La sexualité, en plus, au-delà de ça, il faut le dire, la sexualité, je pense qu'on est d'autant plus un bon sexologue, et ça, c'est ma conviction personnelle, que la sexualité, c'est déjà quelque chose qui nous intéresse au départ. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose sur lequel on s'est éventuellement penché personnellement, de savoir ce que ça veut dire, le mot sexualité, ce que revêt la sexualité. Et au regard des liens, la sexualité, c'est formidable. C'est-à-dire, on ne peut pas penser lien sans penser sexualité, et penser sexualité sans penser lien. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est une riche ouverture, là, ce que tu viens de donner comme clé. Effectivement, de parler des liens de la relation tête-corps, et puis de finalement élargir comme ça. C'est vraiment une belle clé. Actuellement, du coup, tu exerces comment? Alors, mon activité à moi est exclusivement une activité libérale en cabinet. À savoir que je reçois donc, on va dire, mon activité comporte autant de thérapies de couple avec quelques thérapies familiales. La thérapie familiale, ce n'est pas ce que je pratique à grande échelle. C'est plutôt la thérapie de couple pour lesquelles les gens viennent me voir. J'ai un peu de thérapie individuelle autour de cette question de lien, notamment je fais du coaching, j'accompagne en tous les cas plutôt des plus jeunes dans la recherche de ce qui pourrait leur correspondre, dans la compréhension de ce que sont justement les liens amoureux. C'est pour ça que je parle un peu de coaching, parce qu'on est dans de l'information, on est dans de l'accompagnement, on est dans le fait de rassurer vraiment la notion de conseil. Mais j'ai aussi de la sexualité, donc la sexualité individuelle. Alors plutôt, je dirais, selon mes chiffres, plus d'hommes que de femmes. Donc, et d'ailleurs, je dois dire qu'au Luxembourg, comme ça, on m'a attribué un peu non pas des étiquettes,
Mais en tous les cas, les gens me renvoient que pour certaines thématiques, je suis plus connue que pour d'autres. Oui, les messieurs, en fait, c'est le bouche à oreille, souvent au-delà des urologues, qui les amènent à moi pour deux raisons, par exemple, qui sont soit celles, effectivement, d'avoir une dysfonction sexuelle et de souhaiter la traiter. Et là, c'est vraiment plus une orientation de la part des urologues. Soit de ce qu'ils viennent pour se documenter, s'informer. Je pense que c'est aussi intéressant de le dire. Aujourd'hui, les hommes se documentent. Aujourd'hui, les hommes veulent comprendre pourquoi les femmes, quelque part, leur en veulent un peu de ne pas être plus experts en matière de sexualité. Qu'est-ce que ça voudrait dire que cette expertise? Voilà, ils viennent. Et comme moi, j'ai donc des boîtes à outils, finalement, où ils peuvent comprendre un petit peu la subtilité qu'il y aurait, par exemple, dans les préliminaires, eh bien, je m'aperçois que de fil en aiguille, ça fait son chemin et le bouche à oreille fonctionne et ils occupent leur heure de repas du midi, généralement, pour venir s'instruire. Ce qui est chouette, ce que j'entends, c'est que du coup, venir voir une sexologue, c'est pas forcément que quand on a des problèmes, mais c'est aussi pour développer des compétences. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que je ne fais pas je n'interviens pas en matière dans les lycées, dans les écoles, en matière d'éducation sexuelle. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de le faire, mais c'est plutôt que, bon, ici au Luxembourg, il y a une autre façon de fonctionner. Et c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu quelque chose de réservé à d'autres personnes, plus du domaine peut-être d'association. Voilà. Mais bon, c'est pas grave parce que moi, je considère que l'éducation sexuelle, finalement, elle peut aussi se faire en cabinet. D'ailleurs, elle se fait aussi en cabinet. Il y a une part d'éducation sexuelle dans toute prise en charge en sexologie. Donc, on fait forcément de l'éducation sexuelle. On doit rester justement donc à la page de ça. On doit toujours garder à l'esprit qu'on doit être en mesure avant tout d'expliquer comment ça fonctionne aux autres. Et puis, parfois, j'ai des plus jeunes qui viennent, parfois, j'ai des jeunes filles qui me demandent si elles peuvent venir. Alors, ça va être 1, 2, 3 rendez-vous pour comprendre, pour que je leur explique. Voilà, je fais une forme d'éducation sexuelle auprès d'autres professionnels de santé qui, elles aussi, s'intéressent à comprendre. C'est quelque chose que j'envisage peut-être de faire de façon un peu plus intense. Là, j'ai proposé à l'hôpital du Kirchberg de participer un peu à alimenter une page Internet sur justement tout ce qui est santé sexuelle, santé affective et sexuelle. Voilà, donc c'est ma façon à moi de contribuer à cette éducation sexuelle. Mes prises en charge, finalement, elles sont diverses et variées. C'est surtout ça le gros de mon activité. Et je dois avouer que mon plaisir personnel, c'est de prendre mon temps. Je dirais que c'est un petit peu le Graal en fin de carrière. C'est de prendre mon temps, donc je pratique comme j'ai envie de le pratiquer, j'accorde le temps que j'ai envie d'accorder. Je ne suis pas dans la recherche de l'intense, ou plutôt si je suis dans la recherche de l'intense, je suis dans la recherche de l'intense en matière euh, de communiquer quelque chose, d'être attentive aux autres, finalement. On en revient toujours à la même chose. C'est un peu la base de mon métier de départ. Le métier d'infirmière, on le fait avant tout un petit peu avec cette envie-là. Génial. Du coup, tu as déjà un petit peu répondu à d'autres questions, mais on va approfondir. Et une de mes questions, justement, où tu en as un petit peu parlé, c'est quelles sont, selon toi, les compétences nécessaires pour exercer cette profession, du coup, d'accompagnateur de l'intime, de la sexualité et du lien? Alors, je dirais que euh, déjà, pour moi, il y a une compétence évidente, mais vraiment évidente, c'est de bien connaître le corps. C'est de bien connaître le corps, c'est-à-dire de bien comprendre justement ce rapport entre la tête et le corps. Bien connaître le corps, ça veut dire bien connaître de quoi il est constitué, ce qui est vital.
parce que ce qui est vital va toucher finalement tous les organes, tous les autres organes, des organes qui peuvent paraître, alors pour moi, il n'y a pas de bas organes et de grands, voilà, hein, comme parfois en médecine, on nous laisse comprendre que le cœur, c'est très important, puis le reste, ça l'est beaucoup moins. Non, non, mais il y a des choses qui sont, je ne verrai pas les choses comme ça, je dirais plutôt que bah, le cœur, quelque part, c'est vital, tout comme la tête d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut être bien que si la tête fonctionne bien. Alors après, attention, derrière le mot fonctionne bien, je ne voudrais pas qu'il soit interprété que certaines pathologies altèrent tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, même sur le plan médical, de bien tenir compte de ça. J'entends d'avoir cette vision holistique, quoi, finalement. Voilà, exactement. Et puis, et après, effectivement, par exemple, le cœur, avec la circulation du sang, ben, beaucoup d'autres organes vont être impactés par ça. Et donc, c'est vraiment important, quand on est sexologue, de comprendre un ensemble de choses et pas seulement, par exemple, comment ça fonctionne sur le plan intime. Comment ça fonctionne, comment fonctionne finalement la sexualité et tout du moins les organes sexuels de la femme, les organes sexuels de l'homme. C'est important de comprendre qu'ils s'intègrent dans un corps en entier. Et ensuite, de comprendre comment la tête elle-même fonctionne, à savoir qu'il y a la psyché, il y a la conscience, il y a l'inconscient. Et puis, bien au-delà de ça, d'élargir le sujet sur le fait que ensuite, il y a l'histoire de vie. Donc, pour moi, tout à l'heure, quand je faisais un parallélisme entre ce que les liens et la sexualité ont du sens, ça fait sens parce que moi, j'intègre toujours, par exemple, une prise en charge sur une dysfonction sexuelle, dans le cadre de vie, deux, dans l'histoire de vie. C'est-à-dire que l'histoire de vie, elle a un impact énorme sur la façon dont on va se construire, sur les rencontres que l'on va faire, les capacités qu'on va se donner à faire ces rencontres, et ensuite les capacités qu'on va se donner également, hein, au regard de tous ces paramètres-là, à vivre ces rencontres. Donc forcément, la sexualité, à un moment donné, elle va être différente en fonction de comment on s'est construit. Et d'ailleurs, le dernier livre de Cyril Tarquinio, qui explique un petit peu ce qui peut impacter la vie future et qui se passe dans les 5 premières années de la vie, permettent de très bien comprendre tout ça. Ouais, donc j'entends d'avoir des connaissances, mais bien plus larges que juste la mécanique sexuelle, mais vraiment quelque chose du lien, du corps, de la psyché, de la relation, de tout ça. Et du coup, une fois que du coup, j'entends que c'est une des compétences principales pour avoir cette bonne base. Mais du coup, ce qui me manque presque dans ton explication, c'est quelles sont les compétences après pour en faire quoi? Alors, je pense que justement, il y a des gens qui vont se sentir... alors, déjà, il faut avoir ces compétences-là, c'est-à-dire il faut connaître le corps dans ses différents fonctionnements et dans cette association tête-corps. Maintenant, il y a des gens, il y a des professionnels, ou il y a des personnes qui vont se sentir plus en phase avec le corporel, qui vont avoir le sentiment d'être plus dans le manuel. Et qui vont peut-être se diriger vers quelque chose qui sera plus du domaine du massage, de ce qu'on va appeler la sexo-corporelle, de ce qu'on va y associer, finalement, une pratique qui tournera plus autour de ça. Et puis, il y a ceux qui vont au contraire se ressentir plus mentales et qui vont être peut-être un peu moins à l'aise, c'est-à-dire ils vont le comprendre, mais ils vont être moins à l'aise avec le corps. Et alors, ils vont peut-être se diriger vers quelque chose qui sera plus, oui, dans l'élocution, dans la façon d'expliquer. Ils vont être moins dans quelque chose où ils vont vouloir associer une forme de pratique concrète à l'enseignement qu'ils vont pouvoir faire. Et c'est pour ça qu'on retrouve différents professionnels d'ailleurs.
Et je crois qu'effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il ne faut pas dénigrer certains professionnels. Il faut juste considérer qu'on n'est pas... On a aussi ses habilités personnelles et on va se diriger vers et c'est important de le faire d'ailleurs, vers ce qui nous paraît être nos meilleures habilités. Si on fait comme ça, on n'a aucun risque de se planter parce qu'on va transmettre le meilleur de soi. Et là, ce qui m'intéresse à moi, du coup, c'est de savoir quelle est ta couleur à toi, du coup. Alors, ma couleur à moi, je dirais, d'un côté, j'adore le tactile, mais personnellement, je pense que je n'aurai pas le temps de développer cette habilité-là. Moi, je fais les choses, je suis programmée comme ça, je fais les choses les unes derrière les autres. Et je dirais que si j'avais encore 20 ans devant moi, plus jeune, bien évidemment, je pense que ma prochaine voie, ça serait de développer énormément le tantra, par exemple. Je suis très intéressée, je suis déjà très informée, mais voilà, je n'ai pas je ne suis pas arrivée au stade de faire des formations, donner des formations, donc je transmets des informations qui sont aussi des informations autour du tantra à mes patients, aux gens qui viennent me voir, mais je ne suis pas dans quelque chose comme on peut le voir chez d'autres professionnels. Donc moi, je dirais que je me situe au cœur, au milieu de tout ça. Beaucoup plus probablement dans la transmission verbale. Dans une transmission aussi, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est du domaine de la sexualité, mais qui est du domaine du lien. Je suis énormément dans la transmission de la bienveillance. Hein. Je pense que si on reprend mon cursus depuis le départ, que ce soit dans mon métier d'infirmière, dans mon métier de conseillère conjugale et familiale, dans mon métier de sexologue et dans ma vie très progressivement, de plus en plus avec le temps, mon mot d'ordre, c'est la bienveillance. Et voilà. Et je pense que c'est ma ligne de conduite. Malheureusement, il me faudra une deuxième vie pour arriver à faire tout ce que j'aurais envie de faire. Merci. Par rapport aux connaissances de la sexualité, de l'intimité, du couple, on entend beaucoup de choses sur les réseaux, dans les médias, dans les magazines. Des fois, ces choses, elles sont un peu contradictoires. Et du coup, ma question, elle est double. C'est comment, d'une part, toi, tu réussis à faire la part des choses entre toutes ces informations-là et comment, justement, dans l'éducation que tu donnes à tes patients ou à tes clients, eh ben, tu les aides aussi à démêler un peu toutes ces informations. Alors, moi, personnellement, déjà, et c'est un peu normal, j'ai fait un métier, le métier de CCF m'a apporté beaucoup pour y voir clair sur ce qui me semble être efficace ou moins l'être, notamment auprès des couples. Donc, je dirais qu'avec le temps, oui, je n'ai pas honte de le dire et ce n'est pas prétentieux de ma part, j'ai acquis une certaine expertise du domaine. J'ai fait des formations supplémentaires, des formations notamment avec des professionnels canadiens, belges, pour alimenter un peu justement ma vision et du couple et des thématiques que j'avais à prendre en charge. Mais surtout, j'ai quelque chose qui me permet d'y voir clair. Et alors après, on peut en penser ce qu'on veut. Hein. Mais moi, voilà, quand j'ai des outils, quand on me donne des outils, je fais des formations et que d'autres professionnels me donnent des outils, je ne me contente pas de savoir, de me dire, bon, ben voilà, on me l'a donné, donc je vais le retranscrire et puis ça va aller. Je suis dans une espèce d'expérimentation quotidienne dont fait partie mon mari, le pauvre, sans trop que je lui demande son avis d'ailleurs tout le temps. C'est-à-dire que je vais vraiment aller voir si les outils fonctionnent. Alors, ça m'a permis de voir avec le temps qu'il y avait des outils effectivement qui ne fonctionnaient pas, des outils qui fonctionnaient un peu, mais ce n'était pas le top, et puis des outils qui fonctionnaient très bien.
Alors, bien évidemment, les outils qui fonctionnaient très bien, pour certains, je les ai même améliorés. Ça, c'est un peu le Graal du thérapeute, hein, c'est d'ensuite de créer ses propres outils. Je les ai un peu améliorés et c'est majoritairement ceux-là, hein, bien évidemment, que je transmets à mes patients. Mais j'ai un côté très pragmatique. Donc, pour moi, les outils, ça reste des outils. À savoir qu'ensuite, il y a la façon dont on va les utiliser, c'est-à-dire il y a les personnes derrière. Et par exemple, il y a le temps qu'on va s'accorder pour les utiliser. Or, la notion de temps aujourd'hui, c'est probablement ce qui coûte le plus cher sur notre planète. Donc, si on ne se donne pas le temps de comprendre l'outil, d'utiliser l'outil, de répéter l'utilisation, et de réévaluer à chaque fois comment ça fonctionne et s'il y a un couac, pourquoi il y a un couac, eh bien, forcément, pour n'importe qui, les outils ne vont pas être bons. Alors maintenant, par rapport à ta question, une précision, il y a beaucoup de choses qui apparaissent sur Internet, effectivement. Attention, je mettrai en garde, attention, je tiens à préciser que aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Faut pas imaginer que toutes ces choses ont le même rendu. Une consultation en cabinet n'a jamais et n'aura jamais le même rendu qu'une consultation totale en visio, qu'une consultation qu'un effet de groupe ou qu'un package acheté sur Internet. On ne va pas travailler de la même façon avec une sexologue en cabinet qu'on va travailler avec le package et 15 à 30 minutes de live avec un coach plus ou moins qui va vous accompagner. Alors, c'est mon point de vue personnel, je tiens à le préciser. Je ne demande pas aux autres d'y adhérer, mais voilà, j'ai pu voir, je fais des statistiques régulièrement, j'essaye justement de m'intéresser un peu aussi aux résultats, à mes résultats, mais aussi de ce que les gens me racontent, d'autres techniques. Et je pense qu'on est tous à observer qu'il y a des choses pour lesquelles eh bien, il vaudrait mieux abandonner parce que ça ne fonctionne pas. Ce que j'entends aussi derrière tes mots, et tu vas me dire si c'est juste, mais c'est aussi dans quelle intention je viens chercher l'information ou l'outil qui va aussi définir, parce que du coup, effectivement, quand tu dis en individuel, en groupe, ou bien tester telle et telle technique, c'est vraiment au départ pourquoi je fais ça, et à partir de là, en fait, il y a d'autres choses qui vont découler aussi. Exactement. Moi, je pense que quand on doit aller faire une thérapie, la première question qu'il faut se poser, après le fait qu'on va la faire pour soi, on ne la fait pas pour l'autre, par exemple, hein, ou on ne la fait pas parce que l'autre dit tu devrais aller faire une thérapie. On l'a fait pour soi, mais à quel point ça prend de l'importance pour soi. C'est-à-dire quel temps on va accorder à ce temps qu'on se donne. Parce que si on ne se donne pas de temps, si on n'a pas de temps, alors le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas commencer. Ça n'a pas de sens et inévitablement, c'est comme si on mettait dès le départ un auto-saboteur dans les choses. Après, je pense qu'il en faut aujourd'hui pour tous les goûts. Donc, je pense qu'effectivement, si on veut aller chercher une information, et l'information peut être déjà porteur d'élargir le schéma, d'élargir les scripts. Alors oui, pourquoi ne pas aller suivre un cours? Pourquoi ne pas aller suivre quelque chose de groupe? Pourquoi ne pas aller faire quelque chose où il y aura à un moment donné le thème de la sexualité? Ça peut très bien être, voilà, 5 jours pour se reconnecter à son corps, à sa personne. Moi, je l'ai fait pendant 5 jours. Je voulais voir, justement. Je ne voulais pas rester. Je me suis dit, tu ne vas pas rester dans ton truc à toi, tu vas aller voir. Et sincèrement, c'était formidable. Voilà, marcher sur des talons hauts, voilà, il y a des tas de choses à faire et je pense que à des moments de sa vie, c'est de ça dont on aura besoin. On est capable d'accorder du temps pour ça et pas pour autre chose. Maintenant, je pense que
pour d'autres, si on a ce temps, si on veut s'accorder plus de temps, et en fonction de ce qu'on recherche, bah, on va se diriger vers d'autres choses. Je pense que les gens qui achètent des packages sur Internet, ils ont à l'esprit qu'ils n'ont pas ce temps. Hein? Et ça leur paraît, le moment qui leur paraît idéal, c'est peut-être à 22 heures le soir, derrière leur ordinateur, pour pouvoir suivre. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça demande peut-être à ce moment-là d'avoir plus conscience qu'une part du travail va être encore plus grand à un autre moment. Peut-être pas au moment où à 22h30 on écoute le truc, mais on va devoir quelque part se prendre en charge un petit peu différemment. Voilà, mais il en faut pour tous les goûts. C'est l'état d'esprit dans lequel de toute façon on doit évoluer. Super. Tu m'as déjà répondu un petit peu, mais du coup, voilà, je repose la question. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients? Donc, j'ai entendu que dans les avantages, c'est cette fluidité, cette notion d'espace-temps qui est chère à ton cœur. Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages? Et puis, est-ce qu'il y aurait des choses qui sont moins confortables pour toi? Alors, les avantages, oui, donc c'est la gestion de mon agenda. Voilà, je gère mon agenda comme j'en ai envie. Donc, je dirais, voilà, moi, il y a des moments, je suis un peu dans le creux de la vague, j'ai pas honte de le dire, j'ai besoin de me ressourcer. Puis, il y a des moments, j'ai d'autres choses à faire, tout simplement, parce que, voilà, j'ai d'autres projets. Eh bien, je peux moduler mon agenda comme je le souhaite. Je peux décider que la semaine prochaine, je m'octroie une journée. Et si je n'ai pas de rendez-vous qui se sont déjà calés dessus, je n'ai besoin de l'autorisation de personne. Ensuite, je peux aussi moduler dans ma journée. Si aujourd'hui, voilà, j'aime plus commencer trop tôt, je l'ai trop fait comme infirmière. Donc, sauf exception, eh bien, généralement, je m'accorde à commencer vers 10 heures du matin et pas avant. Si un jour je décide de rajouter un patient le samedi, je peux le faire. Donc, je fais des samedis matins. Il m'arrive d'allonger un tout petit peu ma consultation. C'est mon choix personnel. Et quand c'est un choix personnel, c'est forcément déjà vécu différemment. Donc, je dirais que, en tous les cas, moi, le plus gros avantage, c'est de faire un peu, de gérer mon métier comme j'en ai envie. Et ça, c'est déjà énorme pour moi. Les désavantages. Alors, il y a toujours des désavantages dans un travail. Quand on est en libéral, le désavantage, c'est qu'on va devoir s'occuper d'autres choses, la comptabilité, tout ce qui va être déclaration d'impôts, donc tout ce qui va être aussi publicité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse toujours se mettre en avant et de quelle façon va-t-on le faire, et voilà. Donc, il ne faut pas croire qu'on va être cantonné qu'à faire de la consultation. Ensuite, en fonction de comment on travaille, on va avoir des temps de travail peut-être qui ne seront pas compris dans la consultation. Moi, je travaille avec beaucoup justement, de support. Et donc, j'ai aussi un temps de travail qui n'est pas comptabilisé dans ma consultation. Donc, il faut vraiment tenir compte de tout ça. Et les désavantages, je dirais, ça fait un peu partie aussi de l'ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis inscrite sur Doctena. Ben, sur Doctena, on peut prendre un rendez-vous, on peut même d'ailleurs en prendre chez trois praticiens en même temps, hein, voilà. Et puis à la dernière minute, on verra finalement celui qui nous convient le mieux. Et puis on va pouvoir l'annuler comme ça en faisant un petit clic, quoi. On n'a plus à C'est l'équivalent de Doctolib en France, hein. Voilà. On n'a plus à décrocher son téléphone, on annule. Alors ça, c'est un peu, bon, peut-être plus pour moi parce que je suis un peu plus âgée. Il y a des moments, ça me fait grincer les dents quand même. Et d'ailleurs, je pense que ce qui me fait grincer les dents, c'est que justement, les gens n'aient pas cette délicatesse de dire, bah, écoutez, madame, je ne vais pas pouvoir venir. C'est facile, quoi. Ceci étant, il faut s'y faire. C'est l'air du temps, c'est comme ça, comme aujourd'hui. Et après, ça demande donc de se réinventer en permanence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc on va dire, ah ben non, je vais pas mettre le prépaiement parce que non, ça me correspond pas. Puis au bout d'un moment, on va dire, bah si, je mets le prépaiement parce que là, c'est bon, quoi. Je suis gavée. Donc, voilà, je le fais.
Voilà. Mais tout ça, c'est des désavantages, mais c'est surtout des changements qu'il faut opérer. Et on sait tous que les changements, ça demande à tout le monde un certain temps pour être à l'aise avec. Super. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des étudiants, des étudiantes ou des professionnels qui voudraient se réorienter vers ce domaine-là, de l'accompagnement, de l'intime, de la sexualité? Alors, oui, déjà, je reviens à ce que j'ai dit au tout départ, voir vraiment en quoi la sexualité, ça les intéresse. Alors, il faut que ça les intéresse déjà pour eux-mêmes, c'est clair. Pour moi, c'est voilà. Donc, on va pas être sexologue parce qu'on se dit à un moment donné, ouais, c'est dans l'air du temps et on n'en a pas assez, donc il va falloir faire ça. Ça, c'est le truc qui va cartonner. Non. On va aller, on va être d'autant meilleur dans la sexologie qu'on va s'intéresser à la sexualité, mais à tout de la sexualité. C'est-à-dire, on va s'intéresser, voilà, on va s'être intéressé aux notions de désir, de plaisir, de multipartenaire, d'un seul partenaire, voilà, tout. Le sexe de l'homme, le sexe de la femme, on va s'intéresser à tout ça. Pour soi d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va s'intéresser au corps. Et inévitablement, si on s'intéresse à la sexualité, très souvent, on s'intéresse au corps. Et puis ensuite, on va chercher à décoder qu'est-ce qui me semble être primordial pour moi, pour me sentir encore plus à l'aise dans ce domaine. Qu'est-ce qui me parle? Et peut-être qu'on fera les choses de façon décousue, mais on sera toujours dans le juste parce qu'on ira toujours un petit peu plus loin. Donc moi, j'ai commencé par exemple par des formations qui n'étaient pas le diplôme universitaire. Et un jour, je suis quand même revenue à ça. Mais je pense que je suis revenue à ça, pas parce qu'il me manquait des outils. Dans ce que j'avais appris, il y avait des très bonnes choses, mais tout simplement parce que mon formatage à moi, il est comme ça. J'avais besoin de ça. Donc, être au clair avec soi. Et si j'ai quand même quelque chose d'important que je voudrais dire, pour être sexologue, c'est comme pour être psychologue, c'est comme pour être thérapeute de couple, il faut faire un travail sur soi. Il faut être au clair avec soi. Il faut être dans la bienveillance avec soi. Il faut être dans une espèce d'harmonie. Alors, ce n'est pas un impératif, mais c'est le plus sur lequel j'aimerais finir. Alors non, moi j'ai encore une dernière question pour finir. Est-ce que tu aurais un mot, une phrase ou un concept qui résumerait ta vision de la vie ou de la vie intime ou de la sexualité? Alors j'ai repris la phrase qui est sur mon site d'ailleurs de sexologie. La vie affective et sexuelle s'apprivoise, se construit, se vit et se redessine indéfiniment. Et en prendre conscience pour soi, c'est vraiment la meilleure façon de s'emmener, d'en vivre soi-même et permettre aux autres de vivre une sexualité épanouie. C'est vraiment une richesse, ce condensé-là finalement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ta vision. Merci à toi, Pascal, de cette invitation. Au plaisir d'une prochaine fois sur un autre sujet. Et puis, belle journée à toutes les sexologues et tous les sexologues qui nous ont regardés et également tous ceux qui n'ont pas eu cette chance.